Bonsoir à tous. À la une de ce journal, 7 ans après la destruction de leurs maisons et cultures, aucune indemnisation n'a été versée à une bonne France de la population installée sur le site de construction d'une ligne de transport électrique à Yaoundé, victimes d'expropriation pour cause d'utilité publique. Elles ont bloqué les travaux pour dénoncer le non-paiement de leurs droits. Qu'est-ce qui explique la lenteur dans le processus d'indemnisation? Explication au cœur de ce journal. Considéré comme un bastion de l'opposition congolaise et théâtre d'une violente répression il y a 6 ans, le département du Poul fait l'objet d'une opération séduction du président sortant, Denis Sassou Nguesso, candidat à la prochaine élection présidentielle prévue le 21 mars 2021, envisage d'apporter la paix et le développement dans cette localité, mais les attentes des Congolais sont bien plus nombreuses. Évocation en ouverture de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Mettons le cap sur Brazzaville, la capitale congolaise, aux couleurs de la campagne électorale. Des milliers d'affiches des candidats sont observées dans les principales artères de cette ville, dans l'attente des meetings des Congolais et grainent de nombreuses préoccupations sur lesquelles devraient se pencher ces candidats à la prochaine élection présidentielle prévue le 21 mars 2020. Ils s'expriment dans ce reportage de nos envoyés spéciaux Eric Watat et Gladys Sidi. Brazzaville, c'est son histoire. Avec le mémorial Pierre Savorgnon de Brazza, le père fondateur de la ville de Brazzaville, il est l'une des figures de l'expansion coloniale française ici. Sa statue est érigée dans le 3e arrondissement, non loin de la mairie. À Brazzaville, pour se déplacer d'un bout à l'autre de la capitale, taxis et minibus sont mis à contribution. Un secteur d'activité qui connaît son lot de difficultés. C'est difficile pour déplacer, pour quitter la maison, ailleurs, pour aller travailler, c'est difficile par rapport au transport. Là, on nous a donné le malaise. Ils ont supprimé les effectifs dans les bus commerciaux, dans les bus particuliers. Nous sommes fatigués. Moi, avant que je me suis né, le président avait déjà commencé de diriger le Congo. L'activité des mototaxis a été suspendue ici il y a peu en raison de nombreux accidents de la circulation enregistrés. Au chapitre des doléances chez les jeunes, les étudiants de l'université Marie Ngouabi évoquent l'amélioration des conditions d'études et la réduction du taux de chômage. Nous faisons cours dans des mauvaises conditions. Là même tout à l'heure, il y avait eu coupure d'électricité. Nous sommes dans un amphithéâtre qui compte 1600 places, mais nous sommes deux fois à plus de 1600 étudiants. Donc, et la chaleur, 2000, non 2000 précisément. Depuis que nous sommes à la fac, depuis 2017, jamais de bourse. On a plusieurs arriérés de bourse. Et là, on nous oblige d'avoir, je ne sais pas, les 16 de moyenne pour avoir la bourse. Donc, la bourse n'est pas pour tout le monde. On n'a pas assez d'entreprises qui peuvent accueillir le jeune. Parce que ici, c'est plus la relation. Quand tu as la relation, tu peux avoir le travail. Si tu n'as pas la relation, tu ne peux pas avoir le travail. Donc, c'est ce que nous, on veut éviter. Nous, les jeunes, on souffre. On a besoin du boulot, on a besoin de gérer aussi notre futur. On ne peut pas laisser que notre futur parte comme ça, demain on l'a vagabondé. Si on pouvait nous donner des possibilités de pouvoir avoir du travail, ça serait bien. Le Congo-Brazzaville se bat pour sortir d'une profonde crise économique dans laquelle le pays est plongé depuis de nombreuses années. Cependant, le processus est ralenti par plusieurs facteurs, parmi lesquels la crise sanitaire du coronavirus, qui a récemment poussé les autorités à prendre un certain nombre de restrictions, dans les marchés notamment où les jours d'ouverture ont été réduits. Ils sont passés de 7 à 5 jours. Pour l'échéance électorale à venir, chaque Congolais a déjà une idée bien précise du choix qu'il fera. Tout un chacun a son opinion de son candidat. C'est-à-dire que moi j'ai mon candidat que je veux voter. 2,5 millions d'électeurs sont appelés à partager 7 candidats lors de la présidentielle du 21 mars 2021 ici au Congo-Brazzaville. Brazzaville, justement, la capitale, se prépare à accueillir ce grand rendez-vous électoral. Elle est inondée d'affiches des différents candidats, même si celle du président sortant se taille la part belle. Toujours est-il que les 7 candidats à cette élection présidentielle sont sur le terrain en vue de la conquête des potentiels électeurs et le taux de participation
participation sera sans aucun doute l'enjeu majeur de cette élection ici au Congo-Brazzaville. Pour Equinox Télévision, les envoyés spéciaux nous sommes Eric Florent Ouattat, Carlos Minoué, Guy Zogo, Gladys Sidje. Et restons au Congo-Brazzaville pour évoquer cette campagne électorale. Denis Sassou Nguesso, candidat à sa propre succession, président sortant, peut-il engranger des voix dans le département du Poul? Considérée comme rebelle, la zone du Poul a été le théâtre d'une répression contre l'opposition il y a 6 ans. Et aujourd'hui, conscient de ce ressenti des populations, le président sortant, Denis Sassou Nguesso, se présente comme un artisan de la paix et du développement pour le bien-être des populations. Compte rendu avec nos envoyés spéciaux Guy Zogo et Carlos Minoué. Dans le département du Poul, où le président sortant Denis Sassou Nguesso poursuit sa campagne électorale, il faut dire qu'il n'est forcément pas en terrain conquis. Ici, c'est le fief de Bernard Kolela, son adversaire implacable lors de la guerre civile de 1997, mais aussi du pasteur Ntoumi, qui a longtemps posé un certain nombre de problèmes à la République congolaise, et notamment au pouvoir du président Sassou Nguesso. Il faut ajouter que le fils de Bernard Kolela, Guy Brice Parfait Kolela, est également candidat à cette élection présidentielle du 21 mars 2021. Sassou Nguesso en est conscient, lui qui est revenu avec des mots certes feutrés, mais déterminés sur les affres du Poul dans l'histoire du Congo, en appelant à la paix définitive dans ce département. Il faut la paix pour toujours, la paix définitive pour ce département du Poul, pour qu'avec le Poul, les autres départements, nous allions vers le développement de notre pays. Le président congolais, candidat à sa propre succession, insiste aussi sur les points essentiels qui devront conduire la République du Congo, notamment le département du Poul, vers des lendemains meilleurs. Il s'agit de l'agriculture, mais aussi de la poursuite du programme de municipalisation. Parmi les partisans du président congolais à Kinkala, le candidat du pouvoir est perçu comme celui qui est à même de consolider le dynamisme des populations de cette région, déjà très impliquées dans l'agriculture et l'élevage. Aujourd'hui, nous pensons que c'est le président Denis Sassou Nguesso qui porte effectivement ces espérances, qui porte cette vision, avec qui nous sommes convaincus de passer du stade théorique au stade pratique. Grâce au camarade Denis Sassou Nguesso, nous allons sans doute intensifier notre marche nationale vers le développement parce qu'il a une vision claire et cohérente du devenir de notre nation. De même, les pro-Sassou qui plébiscitent son projet de société ne doutent pas qu'il remportera le scrutin du 21 mars prochain sans coup férir. Son projet de société a intéressé la population du Poul. Nous adhérons donc à ce projet du président Denis Sassou Nguesso, qu'il soit encore réélu. Je n'ai pas de commentaires, il passe une fois KO. C'est donc un Sassou Nguesso résolument en mode reconquête dans le département du Poul qui s'est adressé ici à ces populations et qui va donc poursuivre sa campagne électorale en se rendant désormais dans le nord du Congo. À Kinkala, dans le département du Poul, au Congo-Brazzaville, Carlos Minoué, Guy Zogo, Equinox Télévision. Et au Cameroun, des populations ont bloqué les travaux de construction d'une ligne de transport électrique entre Mamvele et Yaoundé. Elles revendiquent le paiement des indemnisations qui traînent depuis 7 ans. Cependant, leurs maisons et diverses cultures ont été détruites pour entamer les travaux. Les nouvelles promesses de régularisation de leur situation n'ont pas convaincu ces victimes d'expropriation pour cause d'utilité publique. D'autres précisions dans ce reportage signé Rodrigue Gassi et Marcelin Gransop. Pas d'indemnisation, pas de travaux. Le refus catégorique d'une population qui crie à l'injustice. Elle estime avoir été flouée dans le cadre du projet de construction de la ligne de transport de l'électricité produite à Mamvele. Là où nous sommes, c'est là où il y a les gros trous. C'est mon terrain. Il y avait la caquerelle là. C'est là que je me battais pour pousser mes enfants. Ils sont là, ils sont comme ça, toi. Les enfants que tu vois là. Donc ils ne savent là où aller et comment faire. Vous regardez la maison d'un Camerounais à Yaoundé. Maintenant, vient t'enlever sans t'indemniser. Vous voulez que je fasse quoi? Yaoundé. Heureusement qu'il y a un grand jeu en haut. Après avoir subi diverses pertes, les victimes attendent désespérément le paiement de leurs indemnisations. J'ai 3 maisons. Maintenant qu'on dit qu'on va nous enlever, on nous envoie où? On va aller vivre où?
Si on ne nous indemnise pas, le fil ne peut pas passer en haut de nos maisons. C'était occupé par les artémisia, une plante qui coûte cher, médicinale. On est venu raser comme ça tout. Je ne peux pas imaginer le préjudice qui a été causé. Je suis veuf, j'ai des enfants que j'ai nourris. Je peux mourir s'ils ne me paient pas. Les avocats, tout, plus de 500 mètres carrés. Pour faire entendre leur voix, ces victimes d'expropriation pour cause d'utilité publique ont bloqué les travaux, obligeant les responsables de EDC à descendre sur le terrain. Je voudrais prendre l'engagement devant vous que le Premier ministre, chef de gouvernement, m'a instruit d'accélérer votre indemnisation. Ça, l'argent est déjà là. Dès que le décret sort, je viendrai vous payer. Je voudrais votre indulgence. Mais je vous dis qu'avant que la vraie ligne passe, vous serez déjà indemnisé. Mais il faut commencer par mettre les pylônes. Les populations ne l'entendent pas de cette oreille et disent avoir suffisamment patienté pour se laisser prendre à un nouveau piège. On va attendre, vous dites que vous faites passer les pylônes. Pour vous, c'est signer avec le projet est parti. 2 mois c'est trop. Je peux mourir même avant les 2 mois. Non, je ne peux pas m'engager. Je dis 2 mois c'est trop. Parce que dire que vous allez faire passer les pylônes avant de nous payer, je dis non. Mon frère. Le patron de EDC va leur servir une réplique à faire fléchir, sans pour autant obtenir les assurances de la poursuite sereine des travaux. Je vous assure que si d'ici le mois de juin-juillet, l'énergie de Mbenvele n'atteint pas Yaoundé, le Cameroun sera dans une crise énergétique. Les populations et les concernés ne se sont pas encore concertés pour voir dans toutes les mesures si réellement il va tenir à ses promesses. Avant Afanayo 2, dans le 3e arrondissement de Yaoundé, ce sont les populations de Kolzok à Simalen qui se sont soulevées récemment pour exiger le paiement de leurs indemnisations. Des remous qui empêchent l'achèvement de la construction de la ligne de transport d'électricité entre Niabizan dans le sud et Yaoundé dans le centre, lequel achèvement conditionne le fonctionnement à plein régime de la centrale du barrage de Mbenvele, devant injecter pas moins de 211 MW dans le réseau. Les populations sont conscientes de ces enjeux, mais pour elles, ventre affamé n'a point d'oreille. Une affaire à suivre. Vous ne pouvez pas, si je ne vois rien sur mes yeux. Je vous invite à présent à vivre le calvaire des usagers sur la route nationale numéro 5, notamment le péage situé dans l'arrondissement de Manjo, là où la route s'est complètement dégradée durant les week-ends. C'est une file d'attente des voitures qui s'étend sur plus de 2 km. Des usagers s'interrogent sur la destination des frais de péage pour constater cette dégradation avancée de la route sur la nationale numéro 5. Des précisions dans ce reportage est signé Julienne Berthe-Bissaille et Jacquino Molon. Au village Lala, les populations et usagers de la route sont presque habitués à ce spectacle tous les week-ends. De longues files d'attente de véhicules d'automobilistes se rendant à l'ouest du pays. Un scénario observé également tous les dimanches dans le sens retour Bafoussam-Douala. Pour cause, l'incivisme de certains automobilistes. Parfois, les véhicules cherchent toujours à doubler. En doublant, il y a les camions qui montent, ça crée l'embouteillage. Et aussi les véhicules qui cherchent à forcer pour circuler rapidement pour arriver à Douala. En raison de la densité du trafic dû à cet incivisme, la plupart des usagers passent des heures sur place sans bouger d'un pouce, causant ainsi des retards sur les arrivées à destination des voyageurs. Samedi passé, à partir de Loé, Carrefour, jusqu'à Kola Carrefour, l'embouteillage était grand là-bas. Je suis quitté à Loum à 16h, arrivé à Manjo à 19h. Parfois dépités, certains usagers font les 100 pas en attendant l'heure de départ. Pour les petits transporteurs reliant les villages voisins, c'est un manque à gagner dans leur chiffre d'affaires et une charge supplémentaire en carburant. On fait des 4 de temps dans l'embouteillage, de péage jusqu'au niveau de Carrefour Loéla. L'embouteillage et de péage jusqu'au niveau de Kola. C'est très grave. Bien, le petit peu de carburant que tu as mis peut-être pour avoir 5 francs avec, tu dépenses tout dans l'embouteillage. Tu renfles le moteur sur place pendant 2 heures de temps, 3 heures de temps. Au-delà des embouteillages dus à l'incivisme,
Il y a le mauvais état de la route à un poste de péage qui génère pourtant des centaines de millions de francs CFA. Beaucoup de passagers même dans ma voiture ont demandé que l'argent que nous versons ici chaque jour, parce que nous versons là-bas chaque jour, ça part vraiment haut. Puisqu'on ne parvient pas à arranger, ne serait-ce que même le péage. C'est au niveau du péage qu'il y a les nids de poules partout. Franchement, ça nous met mal à l'aise. Moi, je ne sais vraiment pas. Dans cette galère, les usagers de la route Douala-Bafoussam-Douala devront encore prendre leur mal en patience, espérant voir certains revenir en de bons sentiments, en respectant l'ordre de passage au poste de péage du village Lala. Plus virulente de la pandémie de coronavirus observée à travers le monde est la conséquence de l'échec des politiques sanitaires. C'est du moins le diagnostic du professeur Didier Raoult, ce célèbre infectiologue français et microbiologiste, décrypte les causes de la survenance de la deuxième vague d'épidémie de Covid-19. Il esquisse des pistes de solutions pour contenir cette épidémie. Le professeur Didier Raoult s'exprime dans ce reportage signé Mathilde Akomazou et Nadine Yambou. S'exprimant une nouvelle fois sur la résurgence de la pandémie mondiale de coronavirus, le professeur Didier Raoult n'est pas allé de main morte pour critiquer les mesures de restriction prises par les pays pour lutter contre le virus. D'après l'infectiologue français, ces mesures jugées inefficaces n'ont pas contribué à stopper la progression de la maladie. Les mesures que nous avons prises de distanciation ou de lavage des mains ou de nettoyage à l'alcool ont probablement eu un rôle bénéfique sur la disparition des infections respiratoires et digestives, mais pas du tout sur le Covid. Et donc ça veut dire que toutes les mesures que nous avons prises jusqu'à présent pour contrôler le Covid sont totalement inefficaces. Selon le professeur Didier Raoult, le manque de connaissances sur l'épidémie et les moyens de riposte ont favorisé l'échec des politiques sanitaires. Dans son argumentaire, le microbiologiste met en avant une récente étude des chercheurs chinois effectuée sur des malades près d'un hôtel de Hong Kong au tout début de la pandémie. Il révèle des différents modes de contamination qui auraient échappé à la communauté scientifique. Il y a eu des gens qui ont été contaminés jusqu'à 200 mètres des personnes infectées. Et donc, ça peut expliquer pourquoi on n'a jamais démontré ça pour les autres virus respiratoires. Cette distance incroyable qu'il peut y avoir entre les cas infectés et les cas qui vont être infectés peut expliquer pourquoi nos mesures sont toutes en réalité vaines, parce que nous n'avons pas les moyens d'empêcher que des gens à 200 mètres de là puissent être infectés, puisqu'aucun moyen nous permettrait de faire ça, sauf à mettre tout le monde en prison. Et encore, même si on les met dans des prisons individuelles, vous voyez ce qui s'est passé avec les visons, à la fin tout le monde est infecté. Bien plus, les multiples alertes données par son équipe et lui sur la circulation des nouveaux variants ont tout simplement subi des foudres au sein du comité scientifique européen. L'erreur majeure des gouvernements, c'est que la plupart d'entre eux n'ont jamais pensé par eux-mêmes. Ils n'ont agi que par imitation de ce que faisait le voisin. Et donc c'est seulement quand les Anglais ont dit « mais attendez, nous, maintenant 90% des trucs, c'est quelque chose de nouveau », que les gens ont commencé à regarder ce que les autres disaient. C'est parce que, plutôt que de regarder les données, d'analyser les données, eh bien, ils écoutaient ce que disaient leurs voisins. Alors, ils disaient non, nous on n'a pas, et vous n'avez pas, donc il n'y en a pas. C'est de la tradition orale, antérieure à la tradition écrite, si vous voulez. C'est de l'imitation de comportement qui est carrément celle des primates. Pour une meilleure lutte contre la maladie à coronavirus, le professeur Didier Raoult propose une étude approfondie du virus et ses mutations. Il appelle les dirigeants à maximiser sur le dépistage et la prise en charge des cas positifs. Par la même occasion, adopter des mesures en fonction des réalités de chaque pays. Dans le reste de l'actualité, un collectif
d'organisations de la société civile ne cache pas son inquiétude au sujet de la persistance des tensions dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il pointe un doigt accusateur sur le manque de volonté politique et l'absence de suivi des enquêtes commanditées pour faire la lumière sur les allégations de violation des droits humains. Dans son dernier rapport, le mouvement Stand Up for Cameroon appelle les différentes parties engagées dans ce conflit à œuvrer véritablement pour un retour définitif à la paix dans les régions anglophones. Compte rendu d'Alaskana et Vivien Tonfac. L'organisation de la société civile et politique remet en cause la sincérité des intentions du gouvernement camerounais à faire toute la lumière sur l'état des exactions dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ils fondent leur posture sur la désinvolture du régime de Yaoundé quand il est à l'étau de la communauté internationale. N'a été mené contrairement aux demandes explicites des Nations Unies et des ONG locales. Le rapport d'enquête conduit, demandé par la présidence, n'a pas été rendu public. On a eu un communiqué du secrétaire général de la présidence faisant état des conclusions d'un rapport que personne n'a vu, ce qui est problématique lorsqu'on veut établir la vérité. Regroupés au sein de Stand Up for Cameroon, Human Rights Working Group, ces organisations regrettent que cette mauvaise foi ait pour conséquence d'envenimer les combats sur le terrain, faisant des morts, favorisant les violences et violations des droits de l'homme. On a continué à avoir des cas de personnes tuées, des cas de personnes kidnappées, des cas de personnes arrêtées et détenues, des cas de personnes torturées, des cas de personnes privées de leurs droits économiques, sociaux et culturels. Dans leur récent rapport, ils déplorent qu'entre le 1er janvier et le 28 février 2021, l'on ait enregistré 41 décès, 4 incendies, 2 blessés, 7 enlèvements et 2 cambriolages. Loin de se limiter à ce bilan effroyable, ces organisations invitent dans leur rapport toutes les organisations à œuvrer pour un retour à la paix dans ces régions depuis 3 ans. Aux autorités, nous disons simplement que vous avez la responsabilité de mettre fin aux arrestations arbitraires, au harcèlement des activistes. Vous avez la responsabilité de former l'ensemble de votre personnel, de votre administration au respect strict des lois que nous nous sommes proprement données. À la communauté internationale qui est en rapport avec le gouvernement, qui est son partenaire, nous disons qu'elle a la responsabilité d'appuyer les efforts des citoyens camerounais pour que vérité et justice soient établies. Et aux groupes armés, nous réitérons notre message clair. Aucun combat ne justifie la prise de la violence, et la violence sur les civils, la violence sur les agents de l'État. Nous demandons à tous ces groupes de renoncer à la violence, de mettre à la disposition de la justice internationale ceux de leurs membres qui sont responsables des crimes. Ce groupe de travail veut, à travers son rapport, rendre compte de manière exhaustive sur les faits de violence et violations des droits de l'homme au Cameroun, afin d'aider à la prise de décisions efficaces. Près de 700 millions de francs CFA pour la construction d'un village artisanal régional de l'Ouest. Le ministre des PME reconnaît que le chantier a connu de multiples retards. Lors de l'ouverture officielle de ce village artisanal, les acteurs ont demandé plus de moyens d'accompagnement pour le secteur artisanal dans la région de l'Ouest. D'autres précisions dans ce reportage signé Leclerc Tsakem. 11 ans après la pose de la première pierre, le village artisanal de l'Ouest est enfin inauguré. Bâti sur 400 mètres carrés, le joyau qui a vu le délai de livraison s'arrondir plus d'une fois a englouti quelques 700 millions de francs CFA. Avec l'inauguration du village artisanal régional de Bafoussam aujourd'hui, nous achevons d'équiper l'ensemble des régions de notre pays de villages artisanaux régionaux. Et malgré les retards enregistrés dans la réalisation de ce chantier, nous y sommes enfin parvenus. À l'Ouest, chaque département, chaque communauté dispose de trésors artisanaux et culturels qui trouveront ici, dans ce village artisanal régional, une vitrine d'exposition, mais surtout un espace où des peuples venus d'ailleurs, des visiteurs, des touristes viendront à la rencontre du riche patrimoine artistique et culturel des peuples des Grassfields. La mise en place de cette structure intervient alors que le secteur de l'artisanat bat de l'aile dans la région de l'Ouest. Au-delà de la pandémie du coronavirus, venue paralyser les activités, les produits de l'artisanat font face à une concurrence déloyale du fait des importations aux grandes dames des chefs-d'œuvre locales. Le bois que nous travaillons ici n'est pas toujours d'une bonne qualité puisque les scieries
quand ils font du bois, ils partent seulement. On ne laisse pas aux Camerounais consommer vraiment du bois pur. Pour ce qu'on consomme, c'est peut-être ce qui est, peut-être ça vient peut-être en troisième choix. Or que le premier choix devait être d'abord utilisé ici. Le plus grand problème, c'est que l'artisan n'est pas mis au premier plan comme on le dit souvent. Il y a l'Université des Beaux-Arts qui a été créée, mais malheureusement, on n'a jamais eu des formations. En fait, les élèves qui viennent se former sur place, ils se forment sur quoi? Ils se forment sur quelle base? Ils ont seulement les diplômes. Le village artisanal de la région sera-t-il la lueur d'espoir, longtemps attendu par les acteurs de cette chaîne de production dans cette partie du pays où foisonne la diversité d'œuvres artisanales? C'est en tout cas le souhait qui est ici nourri par les artisans. Pour notre secteur, il faut d'abord préparer des choses, des trucs importés. Qu'on met d'abord ça à côté, qu'on consomme nos produits nationaux. Toutes ces visites qu'on fait là, si le ministre rentre sans un objet d'art, si quelqu'un rentre sans un objet d'art, il n'a rien fait. C'est ça qui marque tout ce qu'on a vécu là. Même après 50 ans, vous voyez, ça vous rappelle des choses. Ce bâtiment, dont la cérémonie d'inauguration vient d'être présidée par le ministre Assil Baseleke II des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, sera un cadre d'expression, de célébration et surtout de promotion du patrimoine artisanal des peuples graciles. L'occasion de ce mois consacré aux droits des femmes, je vous invite à la découverte d'une Camerounaise autodidacte dans la mécanique automobile. Elle s'y est lancée depuis de nombreuses années. Elle fait des émules parmi les hommes et suscite l'admiration de ses sœurs et d'autres femmes qui la voient engagée dans la réparation et le dépannage de plusieurs automobiles dans la ville de Douala. Des précisions dans ce reportage de Warren Zede et Cédric Ding. Si vous êtes de passage au quartier Ndog-Passy 3, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala, plus précisément au lieu dit zone de recasement, vous ne pourrez pas rater ce petit garage. Ici, pas d'enseigne. Mais pourtant... Quand tu arrives, même quand tu es à l'entrée lycée et que tu viens vers ici, tu dis laisse-moi chez Ticha. Directement la moto te laisse là. Et pour cause, Ticha, c'est elle. Germaine Fouté, propriétaire de l'un des garages les plus reconnus de la zone. Tellement reconnu que l'on vient de très loin parfois pour profiter du savoir-faire de la docteure des engins à 2 roues. C'est le bon travail qui m'amène ici. Même quand j'ai crevaison en deux côtés, je préfère pousser ma moto pour coller ici. Parce qu'ici, elle fait du bon travail. Et quand elle colle ma roue, vraiment, je suis assuré. Je peux faire même 6 mois, 7 mois, sans plus avoir de crevaison. Il n'est pas encore midi, mais déjà les commandes s'alignent. Une notoriété que Germaine doit surtout à sa capacité à appâter la clientèle. Une qualité qui n'aura pas laissé de marbre des clients devenus fidèles, comme Martin. Ce qui fait sa force, c'est le bon travail et l'honnêteté et la gentillesse. Si aujourd'hui tout roule pour Germaine, les débuts étaient loin d'être une partie de plaisir. Dans un milieu dominé par la jante masculine, Germaine faisait tache dans le décor, même pour son conjoint. Mon mari, c'est pas bizarre pour lui de voir sa femme faire un métier entre guillemets. En fait, au début, comme je l'ai tantôt dit, il n'acceptait pas puisqu'il n'avait pas confiance.
Quand je prenais même une vessie déjà un peu en mauvais état, je pompe soit même pour le client, il refusait. Quand je me suis lancée, c'est là que lui-même a compris que j'étais sérieuse dans ce que je faisais. À force de travail et d'abnégation, celle que l'on surnomme affectueusement Chicha est devenue l'objet de toutes les curiosités et bien sûr de toutes les admirations. Même mes clients l'apprécient. Mes clients l'apprécient tellement parce qu'ils veulent la voir vraiment travailler. Tellement mes clients disent parfois qu'elle est tellement concentrée. On prend la chaise même chez moi, on s'assoit à la véranda pour la voir travailler. Une admiration que suscite la maman de 3 enfants, que souvent ces derniers ont du mal à comprendre. Un jour, elle m'a dit que non, maman, je n'aime pas. Je veux plus que tu fasses ce genre de travail. Je dis, mais pourquoi? Elle dit que non, parce que c'est salissant, ça salit. L'argent que je te donne le matin, là, c'est sale. Une passion qui anime Chicha chaque jour plus que la veille. Une façon pour elle de prouver que, même quand on est une femme, on sait se salir les mains. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Construction de la ligne de transport d'électricité entre Memvele et Yaoundé, les populations d'Afanoyo bloquent les travaux. Cela fait 7 ans que ces populations attendent des indemnisations qui devraient être versées en principe après la destruction de leurs maisons et cultures. Mais depuis lors, cela traîne. Exaspérées de cette situation, elles ont décidé de manifester en bloquant les travaux. La présence du directeur général de EDC n'a pas suffi à les convaincre. Et vous l'avez suivi, Théodore Sangou, qui prévenait que si les travaux ne sont pas achevés d'ici juillet 2021, le Cameroun risque de faire face à une crise énergétique. Mais les populations, elles, ne l'entendent pas de cette oreille, car ça fait 7 ans qu'elles attendent leurs indemnisations et elles ont du mal à comprendre pourquoi ça traîne. C'est Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel. Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain. Rendez-vous demain. 20h. Dans un instant, madame, monsieur, la suite. Equinox Soir.